Mesdemoiselles, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce cours de droit administratif. Vous portez tous des masques, pour une bonne raison. Il faut remarquer que je prends la liberté de ne pas en porter en me tenant, je vais essayer de me tenir un peu plus loin possible du premier rang, mais j'estime que ça va être compliqué de parler si j'ai le masque pour ce qui me concerne et que je suis assez loin. Pourquoi est-ce que vous portez tous des masques? Vous portez tous des masques parce qu'il y a une personne qui s'appelle le préfet, qui l'a imposé, et ce n'est pas le préfet d'ailleurs, c'est une autorité centrale de l'État qui a imposé que dans toutes les universités, on porte le masque. Cette décision, figurez-vous, c'est une décision administrative, c'est un acte administratif. Ça fait partie des choses qu'on va étudier cette année. L'université dans laquelle vous êtes est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. C'est son titre. Eh bien, cet établissement public est une personne morale de droit public. Elle est soumise pour l'essentiel, quasiment tout, au droit public, ce qui vous met, vous, dans une situation d'administré quotidienne. Vous avez devant vous un fonctionnaire, par exemple. Un fonctionnaire, moi, dire que je n'ai pas de contrat de travail. J'ai été nommé par un acte unilatéral. Un acte unilatéral, c'est du droit administratif. Le contrat, d'ailleurs, qui lie vos chargés de TD, la plupart du temps, avec l'université, lui est un contrat de travail. Mais un contrat de travail qui n'est pas du tout soumis au Code du travail. En aucun cas. C'est un contrat qui n'est soumis qu'au droit public, qu'au droit administratif. Et mon statut à moi de fonctionnaire fait de moi quelqu'un soumis à des obligations de droit administratif. D'ailleurs, vous-même, vous êtes assis sur les bancs, pas vraiment des bancs, des chaises rétractables et bruyantes, vous allez le voir, de l'université, celle de l'amphimestre. Ces chaises en question, eh bien, merci, voilà, merveilleux exemple du caractère bruyant. Ces chaises, eh bien, figurez-vous que ce sont précisément des éléments du domaine public. Domaine public, comme la route que vous avez prise ce matin pour venir à l'université, le trottoir sur lequel vous êtes allé. Eh bien oui, ce sont des éléments du domaine public, c'est-à-dire des biens soumis au droit administratif, au droit public. Vous avez bien une maison ou un appartement. Eh bien, cette maison ou cet appartement, ils ont été construits en respectant des règles. Vous en avez entendu parler, c'est le fameux droit de l'urbanisme. Eh bien, ce droit de l'urbanisme, c'est aussi du droit public, qui va dans le juge administratif, des actes administratifs. Certains d'entre vous ont une bourse, accordée par le Crous officiellement. Eh bien, cette bourse accordée par le Crous ou par d'autres, que sais-je, eh bien, la plupart du temps, elle est soumise, elle aussi, au droit public. Le Crous étant lui-même un établissement public, comme l'est l'université dont je vous ai parlé. L'achat des tables et des chaises, mais oui, parce qu'il faut acheter ces tables, ces chaises, il faut acheter ce micro, il faut acheter ce tableau et même ces stylos. Eh bien, l'achat de tous ces stylos, des chaises sur lesquelles vous êtes, eh bien, tout simplement, passe par des contrats administratifs. Des contrats qui, par ailleurs, sont soumis à un autre droit public extrêmement important en volume, le droit de la commande publique. C'est-à-dire qu'une personne publique n'achète pas comme une personne privée. Et la commande publique, vous savez quoi? C'est 17% du produit intérieur brut. C'est-à-dire toutes les richesses créées par les Français, en France en tout cas, pas par les Français, eh bien toutes ces richesses créées en France passent à 17% par les droits des marchés publics. Vous savez quoi, le droit des marchés publics? C'est les droits administratifs. Alors vous pouvez vous dire, on vous comprend, ce professeur, on vient de percevoir pourquoi vous faites tous ces exemples à la suite. C'est pour nous montrer qu'il y a beaucoup de droits administratifs, qu'il est un peu partout. Vous avez raison, c'est pour ça que je le fais. Alors vous allez me dire, mais en réalité,
droit administratif, il y a bien des endroits où il n'y a pas de droit administratif. Dans l'économie, vous ne pouvez pas me dire qu'il y a du droit administratif. Tout le monde sait que l'économie, c'est l'apanage du droit privé. C'est le droit des affaires. Mais vous avez tort. D'une part, la concurrence, les concentrations économiques, le fait que telle entreprise peut en racheter une autre, le fait de lutter contre les monopoles qui se mettent en place quand le plus gros mange le plus petit en économie. Eh bien ça, ce droit de la concurrence, c'est le droit public. C'est une autorité administrative indépendante qui va autoriser ou pas ces fusions d'entreprises. C'est aussi le cas pour le contrôle des ententes, des abus de position dominante. Là où les entreprises abusent de la concurrence, où elles se mettent d'accord pour qu'il n'y ait pas de concurrence, eh bien, c'est le droit administratif qui vient les limiter. Et puis, les personnes publiques interviennent aussi directement dans l'économie. Jusqu'à peu de temps, la SNCF était un établissement public, comme l'université. Pas le même statut exactement, mais un établissement public aussi. Et même la SNCF, quand elle a été transformée en société anonyme, en plusieurs sociétés anonymes, de la même manière que EDF, de la même manière qu'une grande partie de nos grands services publics, même sous forme de sociétés anonymes, soit ces sociétés anonymes sont contrôlées à 100% ou à plus de 50% par l'État, détenues par l'État. Indirectement, l'État détient 1751 entreprises en France, parmi lesquelles il y en a des énormes, avec des dizaines, des centaines de milliers d'emplois. D'accord? Alors vous allez me dire, si, je sais. Alors, sur le plan local aussi, pardon, les entreprises. Tisséo. Prenez Tisséo le matin. Les métros, les bus. Tisséo, c'est une entreprise publique, locale, contrôlée par les intercommunalités dans les différentes villes. Ces entreprises locales sont du droit économique, contrôlées par les personnes publiques et soumises en grande partie à du droit administratif. Alors vous allez me dire, s'il y a un pan sur lequel forcément vous vous trompez, il n'y a pas de droit public, il n'y a pas de droit administratif, c'est bien le droit de la famille, ce qui touche l'intime, le vrai, le cœur du droit civil. Là encore, vous avez tort. Même là, il y a du droit administratif. Bon, déjà, la distribution de l'eau et des choses comme ça, c'est l'intime, tous les matins, ou tous les soirs, ou les deux, enfin j'espère que ce n'est pas plus espacé, vous vous lavez. Et bien, quand vous vous lavez, vous utilisez de l'eau, des services publics, électricité, donc c'est déjà de l'intime, ça rentre dans votre maison, ces services publics. Mais même pour ce qui est de la famille elle-même, les nounous, vous savez, les assistantes maternelles, eh bien les assistantes maternelles, figurez-vous, qu'elles sont soumises à un contrôle et une autorisation du département. Les assistantes maternelles, en réalité, c'est du droit public de la famille. Et elles sont soumises à du droit administratif. Et pourquoi? Pour qu'on ne mette pas vos enfants n'importe où, pour qu'on ne les fasse pas éduquer par des gens qui n'en ont pas les compétences. Et au-delà même de cela, qui rentrent chez vous, vous savez que toutes les crèches, une partie des crèches, sont publiques, une autre partie sont privées, et même quand elles sont privées, là encore, eh bien, le département exerce un contrôle, en plus souvent de la ville, sur ces crèches. Bref, vous le voyez, vous arrivez dans ce cours avec une vision erronée de ce qu'est le droit administratif. Votre vision erronée de ce qu'est le droit administratif, c'est le droit de l'administration. Ce n'est pas pour nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, on est venus en droit pour faire du vrai droit de la vraie vie qu'on aime. Eh bien, le vrai droit de la vraie vie qu'on aime, vous allez voir, c'est ici qu'on le fait. Et le droit administratif, vous allez voir qu'il va falloir que nous cassions un certain nombre de préjugés que vous avez. À vrai dire, je vous envie. Moi aussi, j'aimerais bien découvrir le droit administratif. C'est une vraie révélation. Vous allez voir, je suis certain qu'il y en a certains d'entre vous qui viennent ici, à reculons, en se disant, moi, ce que j'aime, c'est la protection des petits-enfants. Moi, ce que j'aime, c'est le droit de la famille. Vous avez parfaitement le droit d'aimer le droit de la famille. C'est une matière que je ne déteste pas. Je ne suis pas fan, mais ce n'est pas grave. Il y en a plein d'autres qui adorent ça. Et pourquoi souvent on aime le droit de la famille? Parce que c'est quotidien. Parce que oui, c'est nous. Je vais vous dire un truc. Le simple fait que vous soyez étudiant,
vous soumet au droit public par de nombreuses façons, plutôt. Et vous avez vu que le droit public vous touche tous les jours. Il y a peu de chances que vous ne soyez jamais confronté à un problème d'enfant adultérin. Or, c'est bizarre. Toute la question de l'enfant adultérin, ces questions-là, vous semblent très proches de vous. En fait, peut-être que vous ne les verrez jamais de votre vie. Le droit administratif, vous le verrez tous les jours. Un peu comme le droit fiscal. Ça vous reboot un peu. Mais enfin, vous allez bizarrement tous être contribuables. Voilà. Donc, partez sur certaines de ces matières avec l'idée qu'au fond, elles vont être bien plus quotidiennes que ce que vous pensez. On va commencer une introduction par un premier paragraphe. J'ai un peu organisé l'introduction, parce que sinon vous allez m'écouter comme ça et vous n'allez rien noter du tout. En mettant des paragraphes, il y aura au moins quelques lignes. Paragraphe premier, éléments pratiques et méthodologiques. Éléments pratiques et méthodologiques. Alors, ce sont des choses qu'on donne classiquement au début du semestre. Ça me permettra de vous présenter cette nouvelle matière qu'est le droit administratif et de vous dire comment va se passer le semestre, comment vous allez être noté, chose qui vous intéresse au plus haut point, je sais. Grand 1, introduction pratique. On va avoir 33 heures de cours ensemble, tout le premier semestre. Au second semestre, vous aurez l'éminent Pierre Egea, qui est un ami, on se coordonne parfaitement, on sait exactement ce que l'un et l'autre fait, et il y aura une très grande continuité entre ces deux cours du semestre, sachant qu'en réalité, je vous l'expliquerai un peu plus tard, une des difficultés sera qu'il ne faut pas oublier le début pour faire la fin et la fin pour faire le début. Il y a une très grande cohérence dans ce cours de droit administratif. Quelques mots sur la présence en cours. C'est un petit peu compliqué cette année, j'en conviens. On va quand même je vais quand même être obligé de vous dire que, même si vous avez tous passé votre première année, l'air de rien, venir en cours, vous le savez, c'est extrêmement important. Certains d'entre vous ont une mémoire auditive, et ils ne le savent pas encore peut-être à ce point-là. Souvent, quand vous révisez et que vous entendez la voix du prof, c'est que vous avez une mémoire auditive. Si vous voyez la page sur laquelle vous avez écrit avec le bleu en vous disant « Mais oui, cette jurisprudence, elle est en haut à droite, je l'avais surlignée en rouge ». Alors là, c'est sûr, c'est une mémoire visuelle. Alors on peut avoir une vision un peu tranchée en disant « J'ai une mémoire auditive ou visuelle, donc j'en ai pas besoin, j'en ai besoin ». En réalité, on a tous un petit peu de toutes les mémoires, et la mémoire auditive, c'est extrêmement important, même pour ceux qui ont une mémoire visuelle. C'est-à-dire que l'air de rien, ce que je vous dis, ce que je vous explique, ça vous restera. Et ce que vous aurez noté, même si vous allez essayer de noter beaucoup, vous avez tous compris maintenant en deuxième année que l'air de rien, il faut quand même noter un maximum de choses de ce que dit le professeur, l'air de rien, quand les éléments que vous n'aurez pas notés, parfois en relisant votre cours, vous dites « Ah oui, c'est vrai, il nous avait parlé de quelque chose, il nous avait rajouté une blague à ce moment-là, il avait fait ça ». Et c'est ce qui va faire que, au fond, ce cours de droit administratif, et comme tous les autres, va mieux vous rester. Donc, je vous incite, même dans cette période, à venir en cours pour cela. Les TD vont commencer le 21 septembre, dans 15 jours, enfin un peu moins de 15 jours maintenant. Donc la semaine du 21 décembre, pas le 21 qui est un lundi. Ça dépendra de quand vous avez cours. Et vous avez une super équipe, je vous le dis. Je vais recruter des super chargés de TD. Il y aura Jean-Philippe Sureau, Marie Glinel, Nadège Carme, Maxime Tanet et Cassandro Cancellara. Je vous dis les noms pour ceux qui les ont déjà eus en première année. Avec Pierre Egea, cette équipe-là va rester plus des 3/4 au second semestre. Voilà. C'est-à-dire que même si le prof d'amphi change, vous serez au moins les 3/4 d'entre vous à maintenir votre chargé de TD au second semestre, de manière à assurer une certaine forme de continuité, puisque clairement, il y a une continuité dans le cours de deuxième année. Alors, un peu de Covid quand même, que je vous explique un petit peu comment ça va se passer. Vous le voyez devant vous, devant moi, entre nous. J'ai mis un système dont j'espère qu'il va fonctionner. J'ai travaillé des dizaines d'heures sur toutes les vidéos des youtubeurs cet été pour apprendre à devenir moi-même un youtubeur. D'accord ? Ce qui va beaucoup impressionner tous les enfants de ma famille. Par conséquent, j'ai trouvé un système assez simple où je me filme avec mon téléphone portable, comme vous le voyez. Ça fait un peu bizarre de se filmer. Moi-même, je ne suis pas habitué à me filmer en cours. Je ne vous cache pas que c'est un peu compliqué. Je suis limité par des bouts de la table, alors que d'habitude,
les redoublants savent que je suis plutôt à me balader dans l'amphi, donc cette année, je vais m'empêcher de me balader dans l'amphi, malheureusement. Et puis avec, vous voyez, un petit micro qui est ici. Je fais un bruit dans le micro, pof, pof. Alors, vous n'entendez rien, mais là, à l'écran, ça va s'entendre. Et puis, je vais essayer de prendre tous les cours comme ça. Et puis, pour ceux qui auraient des difficultés, parce qu'ils sont sensibles ou parce qu'ils ont attrapé le Covid et que par conséquent, ils ne peuvent pas venir, eh bien, de vous mettre ça sur Internet. Alors, je vais essayer de le monter un petit peu. Je ne vais pas passer des millions d'heures à vous faire un truc hyper séquencé, en petites vidéos de 5 minutes, etc. Je vais quand même, je pense au départ au moins rester sur le format du cours d'1h20. Et puis, mais avec, je vais essayer de mettre les titres et directement les noms des arrêts dans la vidéo. J'ai essayé de faire ça sur mon ordinateur. Ça a l'air de marcher sans prendre trop de temps. Donc voilà, je ne vous promets pas le résultat. Vous êtes les premiers à avoir ce premier test. Donc on va voir si ça marche en espérant que le micro a marché et tous ces trucs-là. Hein, voilà. Mais voilà. Et puis du coup, a priori, j'ai plutôt décidé d'ouvrir une chaîne YouTube dont je n'ai pas encore le nom parce que j'hésite beaucoup. Je ne sais pas quel nom donner à cette chaîne YouTube. Un truc à la fois sympa, mais pas non plus pas prof de droit. Vous comprenez, j'ai une réputation à tenir. Et donc voilà, je ne sais pas exactement comment je vais l'appeler, mais je vous le dirai ça au plus vite quand j'aurai monté et que je l'aurai mis sur YouTube. Alors, pourquoi je fais ça ? D'abord, parce que faut savoir se renouveler un petit peu, et ces périodes de crise sont toujours des moments où on peut chercher à faire mieux, à faire différemment. Et je me suis dit, après réflexion, que c'était certainement une bonne solution pour tous ceux qui ne pourraient pas venir, soit parce qu'ils sont personnes sensibles, ils ont des risques en cas de Covid d'avoir des gros problèmes, donc ils sont peut-être là, mais peut-être pas là déjà, au moins ils y auront accès. Ensuite, ça permettra aux autres éventuellement de revoir le cours. Comme c'est une vidéo, au fond, vous êtes déjà assez habitué à regarder à écouter de la musique sur des vidéos YouTube, donc au fond, l'air de rien que comme ça peut déjà vous servir de podcast. C'est-à-dire que si vous voulez, dans les transports en commun, écouter ma douce voix, eh bien, vous pourrez le faire. Ou le soir, en vous endormant. Je vous déconseillais quand même. Hein, voilà. Bref, en tout cas, vous avez cette trace-là. Et puis peut-être même que si ça ne me prend pas trop de temps, le fait de mettre des schémas directement dedans, au fond, simplifiera la vie, même si je fais des schémas et que je les mets dedans, je pense que je les mettrai aussi sur Moodle. D'accord ? Alors, vous avez compris, c'est aussi en cas d'arrêt. On a fait des pronostics avec les collègues. Moi, j'ai parié 17 jours, d'accord ? Que dans 17 jours, il y aura un cluster et qu'on sera tous chez nous. La question, c'est pour combien de temps on sera chez nous ? Et vous savez qu'il y a donc un acte administratif qui va être bientôt pris, puisqu'aujourd'hui, quand on est confiné, c'est 14 jours, la fameuse quatorzaine, et ça va peut-être être réduit à 7, 8 ou 9 jours, on ne sait pas encore. Ils vont sûrement réduire ça. Donc peut-être qu'on va se faire des tranches de cours et des tranches à la maison. Si c'est ça, pour éviter de prendre du retard, je pars du principe là, aujourd'hui, après réflexion, que je mettrai mon magnifique appareil chez moi, dans mon bureau, et que j'essaierai de faire cours pareil devant la caméra. Ça fera un peu bizarre, je ne vous le cache pas, hein. Mais je pense que je vais faire ça, et de manière à ce qu'on puisse avancer. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce que vous ne faites pas un Facebook Live, ou un Twitter Live, ou un Insta Live ? J'ai beaucoup hésité à faire ça. Il se trouve que les capacités Wi-Fi de l'université ne nous garantissent pas que ça pourra être vraiment pris comme il le faut pendant le cours. Alors, ça ne sert à rien si je fais une sorte de backup, qu'en réalité, il n'y ait pas le backup parce qu'en fait, ça n'a pas été pris à cause du Wi-Fi. Donc, j'ai préféré le faire en asynchrone, comme on dit, pour faire chic dans tous ces termes, ce néo-langage Covid. C'est-à-dire que je vais m'enregistrer et puis je vous mettrai en ligne. Alors, si on est confiné un peu longtemps, ce que je ne souhaite pas et vous non plus, mais ce qui pourrait arriver, au fond, on pourra dire je regarde les vidéos de la semaine d'avant aux heures de cours de la semaine d'après. D'accord ? Quelque chose comme ça. Ou alors, je prendrai un peu d'avance, et puis il y aura des heures à voir avant, puis comme ça, le jour même, vous aurez les cours tels que vous auriez eu. Hein. Vous avez vécu des choses un peu parallèles l'an dernier, même si on avait presque fini les cours. Les lycéens ont plus pratiqué ça l'an dernier, les prépas aussi. On va essayer de s'adapter. En tout cas, j'ai bien l'intention d'avoir une activité pédagogique régulière, qui sera en vidéo aussi. Je vous conseille pas, en revanche, même en cas de Covid, ça je veux dire. Mais je ne vous conseille pas, en revanche, de ne pas trop venir parce qu'il y a la vidéo. Je pense sincèrement qu'être là et prendre des notes, en me regardant dans les yeux, en regardant de manière pas très légale ma bouche bouger,
eh bien, ce sera beaucoup plus agréable. Vous l'avez peut-être déjà testé, un cours en vidéo, c'est encore plus ennuyeux qu'un vrai cours. Et pour tenir éveillé devant le cours en vidéo en prenant les notes, croyez-moi, c'est une vraie gageure. Et vous le faites en plusieurs fois, et vous faites pause, et vous répondez à votre téléphone, ce qui fait que chaque heure de cours prend 4 heures. Donc, et je rigole pas, hein, je pense sincèrement que chaque heure et demie de cours, chaque heure 20 de cours tels qu'on les a, vous prendrez à peu près 3-4 heures à la maison pour faire l'essentiel. Ah bah j'ai pas bien entendu, ah bah je reviens, ah bah je fais une pause, ah bah je vais me prendre un café, ah j'en ai marre, ah ma mère rentre dans la chambre et me pose des questions. Enfin, bon, tout ça, hein, toutes les choses confinement. Donc, je vous conseille singulièrement, tant qu'on peut, de venir même si c'est enregistré. Après, ça peut être aussi sympa pour vous d'avoir l'enregistrement et de l'utiliser d'une autre manière pour réviser, pour revoir un point de cours. Hein, vous êtes en train de le voir, vous avez vu que vous n'avez pas très bien noté, bah, vous pouvez revoir directement à la vidéo, à l'endroit où à peu près où c'est. D'accord ? Donc voilà, je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut l'utiliser et que si je fais déjà la vidéo en cours, c'est pour ceux qui ne peuvent pas venir et pour, en fait, sur YouTube, avoir une forme de continuité du cours qui est tous les éléments et pas seulement 3 vidéos au milieu, les moments où on aurait été confiné. D'accord ? Voilà comment j'ai conçu le truc. Je me suis dit que si j'étais un des seuls à faire de la vidéo, ce n'était pas grave du tout, parce qu'au fond, ça pouvait être aussi une façon d'avoir une forme de diversité pour vous. Certains vous mettront en ligne des choses papier, certains vous mettront des podcasts uniquement audio. Bah voilà, il y aura aussi des vidéos si tout se passe bien. Et ça me paraît aussi, au fond, agréable pour vous d'avoir différents modes de révision. Il y en a qui seront plus adaptés à l'un, plus adaptés à l'autre, tout ira bien. Et puis voilà, d'accord ? Pour ce qui est des TD, le Covid pose une question quand même. Si on va en TD normalement, ce sera les TD Covid avec masque, pas forcément très agréable, avec toutes les contraintes que ça nous fait à nous, enseignants, et à vous, étudiants. On s'adapte, on domine, pour reprendre une expression militaire. En revanche, si on est confiné, on va avoir un petit peu plus de difficultés. Alors, j'en ai déjà parlé avec les chargés de TD, on a commencé à organiser tout ça. Il est vraisemblable, on va essayer d'avoir en plus de la fiche de TD en ligne, si on y arrive, parce qu'encore une fois on teste là en direct, d'avoir des vidéos, des petites cellules vidéo, là pour le coup moins montées mais un peu plus youtubeur, où par exemple on peut prendre un des documents de la fiche en disant voilà ce document de la fiche, puis il y aura un de vos chargés de TD qui dira voilà je prends 5 minutes devant mon téléphone portable et puis je vous explique en gros les tenants et aboutissants du document de la fiche. Voilà. Au fond, si sur 5 ou 6 documents, on a un chargé de TD, ça vous fait 25 minutes de petites cellules vidéo qui, au fond, sont un peu ce que vous vivriez en TD avec le caractère un peu moins interactif. Et si on est confiné, je préconise, et je pense qu'on fera plutôt ça, chaque TD serait réparti en 3 groupes de 10. Si c'est un peu moins, ça pourra faire 2 groupes de 12. On verra, chargé de TD et moi, on discutera au moment opportun de la vraie répartition. Et à ce moment-là, on fera un Zoom, et ce sera un Zoom d'une demi-heure. S'il y a 3 équipes de 10, ce sera les 10 pendant une demi-heure. Vous avez bien compris que le but, c'est de faire ce qu'on appelle une classe inversée pour de vrai. C'est-à-dire que ce n'est pas comme en TD où il y a une partie qui se fait pas en question-réponse et pas en interaction. En TD, il y a des moments où le chargé de TD va expliquer quelque chose pendant un quart d'heure sans que vous interveniez ou vous répondiez, que vous preniez des notes. Ça existe. Ce n'est pas toujours interactif. Là, dans la mesure où vous aurez les fiches, vous aurez travaillé, la demi-heure à 10, c'est du cours, je ne vais pas dire particulier, mais quasi particulier, où vraiment l'idée c'est de poser les questions. C'est-à-dire que vous serez les principaux acteurs du rythme. Le chargé de TD n'aura pas préparé une séance d'une demi-heure. Le chargé de TD sera là pour répondre à toutes vos questions sur les différents textes, sur les différents points compliqués du cours et ou de la fiche qui vous intéresseront. Donc il faudra une participation extrêmement active. D'ailleurs, à cette occasion, puisque vous ne serez que 10, le chargé de TD, il ne sera pas comme en TD, un peu debout, un peu compliqué de prendre des notes, il sera chez lui, il pourra prendre des notes et il vous mettra des notes d'oral grâce à ces interventions orales que vous ferez en Zoom. D'accord ? Donc il faudra que vous soyez tous connectés, visibles. D'accord ? Sauf cas exceptionnel, de connexion vraiment trop mauvaise, etc., normalement, il faudra être connecté, visible, il devra voir vos visages pendant cette demi-heure. On fera une demi-heure hyper efficace, individualisée, plutôt que 1h20, 1h30 de TD un petit peu avec une masse qui ne répond pas. D'accord ? Ça vous va ? C'est compris ? Voilà comment, a priori, on va gérer le Covid si ça se passe mal, enfin, moins bien, je ne sais pas comment dire. Voilà.
Pour ce qui est de la bibliographie, alors, il faut que je remette, j'avais une bibliographie. Ne regardez pas le Moodle actuel, parce que je n'ai pas du tout mis à jour tout ça. Il faut que je m'en occupe là. Il y a une bibliographie sur Moodle, je vais vous la mettre à jour. Elle est beaucoup trop longue pour que je vous la dicte maintenant, ça n'a aucun intérêt. Donc, je ne vais pas vous dicter l'ensemble des références exactes des bouquins. Je n'ai pas d'ouvrage en droit administratif deuxième année que j'aurais écrit moi-même, donc qui pourrait vous servir de base. Vous êtes sûr, c'est le livre du prof, donc ça simplifie. En revanche, je peux vous en conseiller. Alors, il y a un mythe en droit administratif qui est tout à fait justifié, qui sont 4 lettres, dont la plupart d'entre vous allez apprendre la suite ici. Je vais vous donner les 4 lettres, et qui ne vous quittera jamais de votre vie. Sachez-le, c'est quelque chose que vous n'allez jamais oublier. C'est le GAJA. G-A-J-A. Le GAJA, c'est un ouvrage qui s'appelle Les grands arrêts de la jurisprudence administrative. Ces grands arrêts de la jurisprudence administrative, c'est l'ouvrage de référence en droit administratif. On est né à la 19e édition, si je ne m'abuse. On va vérifier, vous verrez dans la feuille, je vous dirai. Donc, il est un ouvrage qui est fait par Longueveille, Brébant, Delvolvé, Genevois. Ne notez pas, ce sera dans la fiche toujours. Mais ce GAJA, je ne veux pas dire qu'il est indispensable à acheter, mais il est très recommandé. Notamment pour ceux qui l'ont en TD, c'est quasiment indispensable. De quoi s'agit-il? On vous a sûrement présenté le droit administratif comme une matière compliquée, je reviendrai dessus, et une matière où il y a des milliers de jurisprudences à apprendre par cœur. C'est très largement erroné. Il y a des jurisprudences, mais il n'y a pas tellement plus de jurisprudence à apprendre que le cumul des articles du Code civil et des quelques jurisprudences de votre cours de droit civil. Selon les profs, il y a même moins à apprendre d'arrêts en droit administratif que d'arrêts et d'articles en droit civil. Donc, c'est un mythe que j'ai du mal à comprendre, que j'ai toujours eu du mal à comprendre. Quand j'étais à votre place, je ne me suis pas dit qu'est-ce qu'il y a plus à apprendre en droit administratif. Et pour être vraiment honnête, en droit administratif, il y a une spécificité, c'est qu'on donne des noms aux arrêts. On a les noms des parties qui sont les noms des arrêts. Et en réalité, je trouve qu'avoir des noms aux arrêts, c'est bien plus facile à apprendre que d'avoir simplement la date, qui parfois, c'était janvier, c'était février, sauf que si vous gourez d'un jour ou d'un mois, en fait, vous ne dites pas du tout le même arrêt. Et donc, je trouve ça plus difficile à apprendre moi. Les arrêts de droit administratif, ils ont un nom, et honnêtement, ça simplifie beaucoup. Ce GAJA, il est construit autour de ça. Il part du principe qu'il y a des grandes jurisprudences qui ont fondé des grands pans du droit administratif. Et ces grandes jurisprudences, eh bien, 120 jurisprudences pour tout le droit administratif jusqu'à la fin des études. C'est-à-dire que ce n'est pas que le droit administratif de deuxième année. Rassurez-vous, il n'y a pas 120 jurisprudences à apprendre dans le GAJA, d'accord, qui est un gros bouquin de plus de 1000 pages. Et ces jurisprudences, en fait, elles vont constituer un cours. C'est-à-dire que plutôt que classer le cours par thème, les jurisprudences sont dans l'ordre dans lequel elles sont arrivées, depuis 1893 jusqu'à aujourd'hui, et à chaque fois qu'il y a un arrêt, eh bien, il y a un commentaire d'arrêt qui est beaucoup plus que le commentaire du simple arrêt. C'est un commentaire qui, en fait, est un cours sur le point de l'arrêt. Et donc, en réalité, c'est une façon autre de présenter les cours que de manière ordonnée, comme on l'a. Donc, à chaque fiche de TD, il y aura des références à 1 ou 2 arrêts du GAJA qui sont exactement comme si je vous donnais des pages de cours à lire, des pages de bouquins à lire, de manuels, pour le thème du TD. D'accord? Donc, ce n'est pas autre chose que ça. Et c'est un ouvrage qui est très clair, très complet, et qui, moi, en deuxième année, j'avoue, j'avais un petit peu de mal à l'utiliser. Je ne le trouvais pas adapté à ma façon d'apprendre. Je préférais un plan structuré de manuel ou surtout celui de l'enseignant que j'avais en cours. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'amis en deuxième année, et parmi les étudiants, beaucoup tout le temps de gens qui préfèrent apprendre sur le GAJA. Quand ils apprennent, le fait d'aller plus loin dans le GAJA, dans cet ouvrage thème par thème, en quelque sorte, en fait, c'est une bonne façon pour eux d'apprendre. Donc voilà, ça fait partie de l'ouvrage de référence. C'est un petit peu comme acheter le Code civil. Acheter le GAJA en droit administratif, c'est un peu comme acheter le Code civil en droit civil. D'accord? Voilà. Ensuite, pour les manuels. Grosso modo, ils s'appellent tous droit administratif. Hein. Il y en a un peu moins d'une trentaine.
parce que c'est une matière qu'il y a dans toutes les universités, qui est la plupart du temps obligatoire, j'y reviendrai, et par conséquent, il y a beaucoup d'ouvrages dessus. Ce que je vous conseille pour moi le plus, voilà, il y a d'abord l'hypercourt d'Alloz, de Lombard, Dumont et Sirinelli, l'hypercourt d'Alloz, voilà, que je trouve très clair, qui correspond à une approche proche de la mienne du droit administratif. Vous ne vous direz pas « Ah, le livre écrit l'inverse de ce que dit le prof hein, », ça devrait aller. Le deuxième ouvrage que je vous recommande, c'est le Frier Petit. Frier, c'est F-R-I-E-R, et petit comme l'adjectif, qui s'appelle Précis de droit administratif, qui est chez Montchrétien, collection Doma. Et puis, c'est très difficile de faire un choix, j'avoue, parce qu'il y a beaucoup de collègues que j'apprécie qui ont fait des excellents ouvrages, et c'est difficile, je vous en proposerai bien 5, mais vous allez me dire, mais c'est difficile pour nous de choisir au milieu des 5. Je vous dirai aussi le droit administratif de Didier Truchet, T-R-U-C-H-E-T, aux Presses Université de France, collection Thémis. Alors, ce que je vous conseille singulièrement, qu'est-ce que c'est? C'est d'aller à la BU, ou d'aller à la librairie des lois. Vous savez, rue des Lois, tout en haut, près de la place du Capitole. Il y a Gibert d'un côté, et puis de l'autre côté, il y a la librairie des lois. Monsieur Chouraki, qui tient la librairie des lois, est un très bon conseiller en termes d'ouvrages, et il nous demande nos bibliographies, donc les ouvrages que je vous ai conseillés, a priori, il les a en quantité. Hein. Et puis, il peut vous proposer de regarder. Et vous regardez les ouvrages, à la BU ou chez lui, vous en parlez avec lui, vous regardez entre vous à la BU, et vous voyez ceux qui sont le plus adaptés. C'est-à-dire que vous vous dites, bah, celui-là, en fait, je me vois bien bosser dedans. Et en fait, parmi les ouvrages que je vous ai dit, ou même d'autres, hein, le Morand de Villers est très bien, par exemple, aussi. Parmi ces ouvrages, vous voyez celui avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Parce que vous allez y passer quelque temps dans ces ouvrages, et si en fait, quand vous l'ouvrez, vous dites, ça ne correspond pas à ma façon, cet ouvrage, il ne me plaît pas, je n'ai pas plaisir à l'ouvrir, ne serait-ce que sur le plan formel, eh bien en réalité, ça va être moins agréable de se lancer dans les TD, dans le travail. Donc je vous conseille d'aller tester vous-même ces ouvrages et de prendre celui qui vous plaît le plus. En fait, c'est comme ça que vous trouverez le manuel le plus adapté à vous. Après, vous verrez d'ailleurs que dans toutes les matières, il y a des ouvrages des mêmes collections. Et qu'en réalité, peut-être que vous allez être spécialement adapté à une collection et que dans plusieurs matières, vous allez prendre des ouvrages de cette collection-là. Je sais qu'en temps de Covid, vous allez vraisemblablement en acheter un peu plus que les autres années, les ouvrages. Hein. Et au cas où on s'arrête ou quand on s'arrêtera. Et donc, bah, voilà, essayez d'assimiler la façon dont l'éditeur se met à présenter la matière dans les différents ouvrages. Voilà. Donc, c'est ce que je vous conseille, de les tester. J'ai la bibliographie là sur mon cours et je me dis, mais il y en a d'autres que j'aimerais vous recommander. Mais voilà, n'hésitez pas. S'il y en a un que vous voyez qui vous plaît à la BU, que vous feuilletez qui vous plaît, venez m'en parler et je vous dirai si je le trouve bien ou pas par ailleurs. D'accord ? Pour ce qui est de l'informatique, alors, évidemment, je suis tout à fait d'accord que vous veniez avec votre ordinateur. Évidemment, vous avez le droit de prendre votre cours par ordinateur, c'est évident. Je suis aussi d'accord avec le fait que vous le preniez à la main. Il y en a encore qui préfèrent le prendre à la main. Soyons clairs, il paraît, les études montrent, quand on le prend à la main, comme on peut moins tout noter, puisqu'on écrit à la main moins vite qu'à l'ordinateur, eh bien, en réalité, on est obligé de plus écouter pour plus rassembler ce qu'on écrit et que la mémorisation est meilleure quand on écrit à la main. Moi, je vous avoue que je trouve ça un peu rétrograde et ça fait 3 ans que j'ai abandonné tout le papier, que tout ce que je fais sur ordinateur, donc j'aurais un peu de mal, vous voyez, même quand je vous fais cours, je le fais avec un iPad, pas avec une feuille, donc j'aurais vraiment du mal à vous dire, passez plutôt à l'écrit comme certains collègues. Mais sachez que c'est parfois une bonne idée, si vous avez du mal à assimiler, si vous avez du mal à prendre, de le prendre à l'écrit par ailleurs. Ce que je vous conseille aussi, pour les ouvrages d'ailleurs, si vous êtes plusieurs copains et copines, je n'ai pas pensé, si vous bossez un peu en groupe, si vous êtes coloc, etc., n'hésitez pas à en acheter 2 différents. Parce que selon les points du cours, il y aura un ouvrage qui vous paraîtra plus clair que l'autre. Et si vous travaillez un peu ensemble, plutôt que d'acheter les 2 mêmes, un peu pour vous rassurer, achetez 2 différents pour pouvoir les croiser et utiliser avoir d'autres infos. D'accord ? Voilà, pensez à ça. Donc, pour ce qui est de l'ordinateur, ce que je vous conseille, je le dis tous les ans, je crois que c'est très peu appliqué, et malheureusement,
Donc je continue à le dire et je prends le pari de vous le dire en disant que ce n'est pas appliqué et que je le regrette parce que c'est utile. Je vous conseille, quand vous prenez votre cours, de faire un cours augmenté, un cours complété. Par ordinateur, c'est facile. Quand je vous cite un arrêt, de taper le numéro de requête ou le nom de l'arrêt dans Google, d'avoir l'arrêt et de vous rendre compte de quel est le considérant important et de copier-coller le considérant en dessous. Parce que ça vous prend, honnêtement, pour chaque arrêt, pour chaque texte, ça vous prend quelques secondes. Dans Légifrance, en tapant un bout du texte, en tapant le titre, on tombe sur le premier lien, c'est le bon. Et donc, à partir du moment où vous avez fait ça, vous avez le texte lui-même en dessous, le simple fait de relire un bout de l'arrêt, l'effet, le considérant de principe, d'accord, 10 lignes. Quand vous le voyez, vous n'imaginez pas à quel point l'arrêt va rentrer tout seul dans votre mémoire, plutôt que d'avoir l'arrêt lui-même, les quelques éléments que je vous ai expliqués. En fait, le fait de copier-coller des bouts de l'arrêt va vous permettre justement, précisément, d'avoir 2 visions de l'arrêt et bien mieux le mémoriser. Donc je vous conseille de faire ce cours augmenté, bien entendu avec toutes les couleurs que vous êtes habitués à mettre. Mes sections sont en rose, mes paragraphes en vert, voilà. Vous avez raison de faire ça, je vous le dis. Mais voilà, pensez aussi à insérer d'autres choses, et notamment les références que je vous donne, ça me paraît utile. C'est comme des mini bouts de fiches de TD au cœur de l'arrêt, au cœur de votre cours en fait. C'est très utile. Depuis quelques années, j'ai pour habitude d'utiliser Twitter avec les amphis. Ce n'est pas un truc révolutionnaire et extraordinaire, mais ça permet en fait d'avoir un contact assez facile pour plusieurs raisons. D'une part, il m'est arrivé de dire sur Twitter que je serais en retard, parce que j'avais une réunion avant, et du coup, comme ça, vous savez que je suis juste en retard. Ce qui vous évite de rêver qu'en fait, je n'arrive pas et que vous pouvez aller à la cafette 1h30 avant. Voilà, vous voyez, c'est sympa. Et puis surtout, en fait, quand je vois des éléments d'actualité en droit administratif, je peux me permettre de les tweeter assez rapidement. Ce qui permet pour vous d'avoir un certain nombre d'actus de droit administratif, d'articles, de journaux, de jurisprudence nouvelle, et de vous rendre compte qu'au quotidien, le droit administratif fait partie de votre culture générale et de tout ça. Et donc, voilà, je vous donne mon adresse Twitter, c'est mon G-Calflèche, voilà, c'est pas dur, parce que, pour ceux qui n'auraient pas vu sur la plaquette, j'aurais oublié de dire, je suis le professeur Grégory Calflèche, voilà. D'accord ? Donc voilà, mon Twitter, c'est ça. Je ne cherche pas du tout à multiplier mes followers en faisant ça, je tiens à vous le dire. Je me fiche, mais alors absolument complètement du nombre de followers que j'ai, parce que je ne cherche pas à vous vendre quoi que ce soit. Sachez que je ne fais pas de tweet en disant « Regardez le manuel qu'il faut acheter, je suis payé par Dalloz. » D'accord ? Ça n'existe pas. D'accord ? Je ne fais pas ça. Donc c'est uniquement pour vous et pour maintenir un lien. Sachez aussi d'ailleurs que si vous avez des questions, vous pouvez bien évidemment m'écrire des mails sur mon compte, mon mail professionnel. Voilà, gregory.calflèche@ut-capitole.fr. On a tous dans l'université un mail prénom.nom@ut-capitole.fr. Donc c'est pas très dur. Mais vous pouvez aussi, si c'est une question qui peut intéresser plein de gens, la poser par Twitter. Alors, Twitter, je l'active aussi en cours. Ce qui permet aux plus timides d'entre vous, ou à ceux qui ne voudraient pas poser des questions en faisant à cause du masque, n'est-ce pas ? Eh bien, ça vous permet de poser une question en cours, de me dire « Monsieur, vous allez trop vite », ça existe parfois, ou de dire « J'ai pas compris telle chose, est-ce que vous pourriez revenir dessus ?» Voilà. Donc si vous avez un pseudo sur Twitter, comme ça, je ne sais pas qui c'est, mais au moins j'ai la question de manière anonyme. Si j'ai la question pas anonyme, ça me va très bien. Alors dans vos pseudo Twitter, évitez de prendre le pseudo bizarre que vous avez parfois. Il y a une année, il y a une fameuse susmalicorne qui me posait pas mal de questions. Bon, je trouve ça assez déplacé, on va dire. Voilà. Donc, ayez plutôt un pseudo Twitter raisonnable, on va dire. Il peut être amusant. Fan de foot ou fan de rugby, ça me va, par exemple, ou n'importe quoi, ou fan de danse, ou ce que vous voulez. Mais susmalicorne, je trouvais ça un peu beaucoup. Évidemment, quand on parle du numérique, on va parler de Moodle. Et donc, les fiches seront sur Moodle, avec des compléments sur Moodle. J'avoue que j'aime bien vous mettre aussi, quand je trouve ça,
des petites vidéos, non pas des vidéos que j'aurais pu faire dont je vous ai parlé, mais je ne sais pas, des vidéos sur un point d'actualité, un arrêt par exemple. Et parfois, les arrêts font l'objet d'actualité. Et ben, c'est intéressant de voir ce que l'actualité du moment, pas juridique, en a dit à l'occasion d'un arrêt. Il y a aussi parfois, vous allez voir, en droit administratif, on va vite aborder dans les semaines à venir là, la police administrative, et notamment les autorisations de sortie des films. D'accord ? Parce que les films sont autorisés à sortir avec des visas d'exploitation, vous le savez, on le voit parfois. Eh bien, quand on parle d'un film qui a fait l'objet d'un arrêt, bah, parfois je vous mets la bande-annonce du film sur Moodle, comme ça c'est plus rigolo. Vous avez une idée du film dont on parle, ce n'est pas un truc trop virtuel, parce que tout ça c'est ancré dans la vie et je veux que vous en soyez conscients. Et puis ça permet de mieux se souvenir de l'arrêt tout simplement, ce qui est déjà un bon effet. Pour ce qui est des téléphones portables, oui je sais, vous en avez. Voilà. Ce serait même drôle de savoir qui n'a pas de téléphone portable. Levez la main, qui n'a pas de téléphone portable? Voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc, vous avez tous des téléphones portables. Du bon usage du téléphone portable en amphithéâtre. Je ne suis pas complètement contre l'idée que si vous recevez un SMS, vous y répondiez rapidement, ambiance, je suis en cours. D'accord ? Ou pas là, ou je te réponds plus tard. Le fait que vous preniez votre téléphone et fassiez un petit machin ne me dérange pas, il faut y aller. De même que aux horaires où on est, si vous vous mettez à grignoter un petit truc rapidement, ça ne me dérange pas. Mais un, discret, et deux, pas un chat, quoi. Pas, oui, ouais, et toi, cœur, voilà. Smiley qui meurt de rire, smiley qui meurt de rire, smiley qui meurt de rire, voilà, tout ça, non. Voilà. Pas, même si vous tapez très très vite, genre vous envoyez 1, 2 SMS et c'est terminé. C'est pas en fait je fais autre chose pendant que je suis en cours. Quand je suis en cours, je suis en cours. OK ? Donc voilà. Il n'y aura pas d'engueulade pour quelqu'un qui prend son téléphone portable, mais voilà. Ensuite, deuxième élément, il y a une grande tradition dans ce cours de droit administratif, sachez-le. S'il y a un téléphone qui sonne, celui dont le téléphone sonne vient à la chaire, même en cas de Covid, chanter quelque chose. Donc vous venez ici, alors vous pouvez être ici ou là, devant, ça ne me dérange pas. Le vrai avantage cette année, c'est que vous serez filmé. Bon, je ne vous cache pas que les autres années, vos camarades, qui sont toujours extrêmement sympas, filmaient déjà. Hein ? Mais cette année, vous serez officiellement filmé et donc vous chanterez une chanson. Ça peut arriver à tout moment et à tout le monde. On a vu des meilleurs amis téléphoner à leurs meilleurs potes juste pour que le téléphone sonne et qu'ils viennent chanter. Je ne veux pas mettre une ambiance de suspicion dans l'amphi, mais sachez qu'il ne faut faire confiance à personne. Tout ça, évidemment, vous l'avez compris, de manière à ce qu'il n'y ait pas de sonnerie intempestive tout le temps, parce que vous penserez à l'éteindre, et deux, pour que de temps en temps, nous soyons tous très heureux d'écouter quelqu'un chanter. Je ne supporte pas quand les gens ne viennent pas chanter. Et donc, je vous conseille singulièrement de préparer quelque chose en évitant une souris verte. Sachez aussi qu'une fois, il y a une étudiante qui est descendue qui chantait extrêmement bien et qu'en fait, ça l'a débloquée et qu'un an et demi plus tard, elle m'a invité à un de ses concerts. Si vous voulez, si vous insistez, je veux bien me mettre comme ça pendant que vous chantez et me retourner à la fin. Si ça vous fait plaisir, je veux bien faire cet effort. Hein. Bon, voilà, vous me demandez avant et je le fais. Voilà, donc, ça, c'est une grande tradition. Je vous conseille de le faire. En vrai, pour ne pas vous traumatiser, quand ça arrive, c'est souvent un bon moment. Celui qui ne chante pas, lui, se fait huer par l'intégralité de l'amphi. C'est ça le deal. En revanche, vous n'imaginez pas le kiff que c'est d'avoir un amphi de 400 personnes vous applaudissant à tout rompre. Donc, moi je le vis souvent, mais c'est un très bon moment que vous raconterez à vos petits-enfants. Mais ça n'arrive que si vous préparez une chanson. Donc je compte sur vous
Voilà, pour savoir qu'il faut être prêt à tout moment. Voilà. Je n'ai pas encore la date de colle. On fera sûrement une colle, un galop d'essai, je ne sais pas comment vous appelez ça. Comment vous appelez ça? Un examen partiel qui compte pour les TD. D'accord? Bref, un entraînement en amphithéâtre de 3 heures. Je n'ai pas encore la date. Je ne sais pas si on le fera cette année ou pas. Dans la mesure du possible, j'essaye. Mais je ne sais pas si on le fera cette année parce qu'avec le Covid, on ne sait pas dans quelle mesure ce sera possible. Notamment si on est arrêté des semaines, il n'y aura peut-être aucun amphi libre. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais peut-être que le rattrapage de certains empêchera qu'on fasse une colle, y compris un samedi après-midi. D'accord? Donc voilà, je ne peux pas vous promettre qu'on la fera. Dans l'absolu, j'aimerais bien qu'on la fasse et on va tout faire pour la faire. D'accord? Ça vous entraînera à l'écrit. Pour le travail en TD et pour la masse de travail, je voudrais amener quelques éléments. Parfois, vous chouinez. Pas vous, vos prédécesseurs chouinent. Mais comme il y a une forme de continuité dans les générations d'étudiants, vous risquez de chouiner. Ambiance. Ouais, monsieur, il y a trop de travail, on s'en sort pas, tout ça. Oui, l'étudiant a une voix aiguë, vous avez vu? C'est comme ça. Je ne veux pas entendre ça. En fait, je m'en fiche. Je vous le dis clairement, je m'en fiche. Je considère que le travail à la fac est quelque chose, de normal, pas de dingue, et d'autre part que quand vous avez vraiment trop de travail, que vous n'êtes pas bien organisé. Comment se constitue une semaine? De cours, de TD et de préparation. Ça, pour la partie boulot. Si on cumule les heures de cours et les heures de TD, vous arrivez grosso modo à une vingtaine d'heures. D'accord? Un TD, ça se prépare, à mon avis, 8 heures. Un TD, ça se fait en 8 heures. Quand ça se fait vraiment bien, ça se fait en 8 heures. Je sais que certains d'entre vous sont en train d'écarquiller les yeux, qui est la seule chose que je vois en ce moment, parce que deux situations. Première situation, vous trouvez que 8 heures, c'est du délire total, vous n'avez jamais mis plus d'1 heure et demie préparer un TD. Là, clairement, ça va commencer à être vraiment trop peu. Voilà. Je sais, moi aussi, en première année, je n'ai pas bossé comme un fou. D'accord? Ça arrive. Plus les années passent, c'est l'inverse des prépas à la fac. Plus les années passent, plus on bosse. Et là, on passe un cap où vous ne devez plus travailler. Il y a ceux qui se disent « En 8 heures, mais j'y arriverai jamais », parce qu'en fait, ils mettent 12 heures. Si vous mettez 12 heures à préparer un TD, vous n'êtes pas peu nombreux à faire ça. Hein. Notamment, bizarrement, parmi ceux qui ont des très bons résultats. C'est bizarre. Hein. Eh bien, vous êtes mal organisé. Un TD, quand on le prépare 8 heures, grosso modo, parce que j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Avec moi, c'est simple, toutes les semaines, il y a un truc à rendre. Vous rendez toutes les semaines au Charlie TD. Il n'y a pas de joker, de trucs comme ça. Vous rendez toutes les semaines un exercice, qui peut être soit une disserte, soit un commentaire d'arrêt, soit un commentaire de texte, soit un cas pratique. D'accord? Quel est le vrai avantage? C'est qu'en fait, c'est le seul moyen de bien vous préparer. C'est-à-dire que si vous n'aviez rien à écrire dans l'année, comment pensez-vous que vous pouvez écrire décemment une copie à la fin de l'année en 3 heures? En fait, le seul moyen de vraiment bien réussir… Laissez-le en bas plutôt, quand vous l'avez fait tomber. Voilà. Parce que quand vous l'avez fait tomber, vous n'êtes pas très à droite, et donc vous allez le refaire tomber. Voilà, et donc il ne faut pas. Donc, quand vous écrivez à chaque fois une copie, en fait, vous savez l'écrire. Et ce que j'ai le mieux à faire, c'est de chercher à écrire sa copie en 3 heures. Si ce n'est pas le cas, et que ça en met 4, et que vous mettez 4, ce n'est pas un problème. Mais ce que je vous conseille, c'est 4 heures de boulot en amont, faire la fiche, sans perdre de temps. Une fiche, ce n'est pas 1000 heures par commentaire de chaque arrêt. D'accord? Vous devez repérer pourquoi on a mis l'arrêt dans la fiche, ce qu'il apporte. Pas essayer de vous prendre la tête 1000 heures dessus, c'est de la perte de temps. D'accord? Être efficace dans l'analyse des éléments de la fiche, pendant 4 heures, en lisant le cours et éventuellement manuel ou gaja, d'accord? Plus regarder les arrêts dans la fiche. Et il n'y a pas que des arrêts, il y a parfois, j'essaie de mettre des photos dans les fiches pour que ce soit plus sympa, pour que ça fasse un document plus vite fait. Hein. J'essaie de mettre des bouts de doctrine aussi, des articles, des choses écrites par des grands auteurs qui sont plus clairs, ou des choses écrites par des commissaires du gouvernement, tels qu'on les appelait avant, des rapporteurs publics aujourd'hui. Je vous expliquerai ce que c'est. Et la fiche, elle fait en gros 10 pages. Et lire la fiche, plus voir le cours, ça vous prend 4 heures. Et ça, c'est normal. Vous ne touchez pas à la disserte. Vous voyez la disserte, comme ça, quand vous voyez les éléments sur la disserte, vous les mettez sur un petit papier à côté, mais vous faites le TD. Parce qu'en fait, c'est ça qui vous prépare à l'examen. Et ensuite de ça, vous avez la disserte. Vous pouvez prévoir 4 heures. 4 heures, faire le plan, le rédiger, hein, et puis voilà.
Et vous serez relevé, en gros, une fois sur 3, une fois sur 4 en TD, mais vous rendez tous tout à chaque fois. Et on note qui a rendu, qui n'a pas rendu. Sachant que vous n'êtes pas censé pas rendre, vous avez compris. D'accord? Voilà. Et ça vous entraîne vraiment à l'examen. C'est 8 heures, 2 x 8, 16. D'accord? 23 heures de cours plus 16 heures de boulot, 23 heures de cours plus TD, plus 16 heures de boulot, ça vous met à 39 heures par semaine. 39 heures par semaine, c'est super facile en fait. Parce qu'en plus, c'est 39 heures par semaine pendant combien? Les mois de cours, c'est quoi? 5 mois de l'année? Tous ceux d'entre vous qui bossent ou qui ont bossé ou qui ont eu des stages l'été ou qui ont fait des boulots pas marrants l'été savent que 35 heures dans un vrai boulot à fond comme ça, c'est beaucoup plus dur que les 39 heures de la fac. Donc bien organisé, c'est 39, 40, 41 heures de boulot, c'est des choses plus qu'acceptables. Ceux d'entre vous qui veulent être cadres, avocats, cadres d'entreprise, juges, etc., mais vous bosserez plus que ça tous. Donc pensez bien que les 39-40 heures par semaine, je n'ai pas à en avoir pitié. Voilà, ça vous fait du travail. Il y a peut-être des semaines où ce sera encore plus, que vous aurez un truc en plus à faire, etc. Quelle belle affaire. D'accord? Donc je n'aurais pas pitié de ça, je trouve ça normal, c'est votre travail, avec le pouvoir que vous avez de l'organiser comme vous voulez. Si le jeudi soir, vous voulez vous mettre une mine, il n'y a aucun problème. D'accord? Sauf que voilà, le samedi après, il faudra bosser. Voilà, c'est comme ça. Si vous voulez absolument faire 9 heures de sport ou un groupe de musique, 10 heures de guitare dans la semaine, il n'y a aucun problème. Aucun problème, c'est ce que j'ai fait. Sauf qu'il faut savoir s'organiser pour avoir simplifions, 40 heures de boulot dans la semaine. Les heures de cours sont fixées, les heures de TD sont fixées. Vous avez sur les 40 heures, 18 heures, 19 heures, 20 heures, la moitié, allez, on va dire 18 heures, à placer vous-même pour votre travail personnel qui est celui des TD. Si vous faites ça, il n'y a plus aucune difficulté. Plus aucune difficulté. L'année va bien se passer et vous aurez votre année sans difficulté. D'accord? Voilà mon conseil. Grand B, introduction méthodologique. Petit 1, l'intérêt du droit administratif en question. L'intérêt du droit administratif en question. Effectivement, je le sais, ce n'est pas une nouveauté. Le droit administratif a bizarrement une réputation pas très bonne. Pas très bonne pourquoi? 1, je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'arrêts à apprendre. 2, c'est une matière compliquée. Et même parfois, truc délirant, on a des mauvaises notes. D'accord? Tous les ans, je l'entends, tous les ans, je suis obligé de démonter ces a priori-là en cours. Premier point, sur les notes. Là, c'est facile. Toutes les statistiques sont faites. C'est complètement erroné. Le droit administratif n'a pas du tout, en TD ou à l'examen, des moins bonnes notes que les autres matières. Jamais. De temps en temps, c'est la matière la plus sympa. De temps en temps, au milieu. De temps en temps, elle est en dessous. Ça fluctue. Les moyennes des différentes matières dépendent des différentes équipes et des différents profs et des différentes façons de travailler selon les années. Mais on est dans du parfaitement parallèle. En aucun cas, on pourrait dire que le droit administratif, dans l'ensemble, c'est des moins bonnes notes. Mais même pas dans l'ensemble. Voilà. Moi, sur toutes les années où j'ai fait ce cours-là, 6 ou 7 là, eh bien, en réalité, sauf une fois, j'ai toujours été la matière au milieu. Il y avait toujours soit civil, soit pénal, soit affaire au-dessus, soit civil, soit pénal au-dessus, soit en dessous. J'ai toujours été au milieu. Voilà. Donc, il n'y a pas du tout des moins bonnes notes en droit administratif. Ça, c'est du délire total. Ensuite, sur le fait que ça soit compliqué. Effectivement, il y a une complexité, une seule, qui est facilement contournable, qui est que c'est une matière qui, en gros, est divisée en 8. 8 chapitres, on va dire, 8 titres d'ailleurs, ce sera des titres dans le cours. 8 titres dans le cours, je vais vous les donner, pas de problème, mais 8 titres dans le cours, qui sont 8 parties, qui peuvent être un peu faites dans tous les sens. Et vous le regarderez d'ailleurs en regardant les manuels. Quand vous regarderez les manuels, pratiquement aucun manuel n'a le même plan. Par contre, tous les manuels ont les 8 titres, ont 8 parties, les 8 grands pans du droit administratif. Eh bien, le problème, c'est effectivement qu'on peut le prendre par tous les bouts, le droit administratif. Quelles conséquences ça a? Ça a qu'au début,
eh bien en fait, on aurait besoin d'éléments qu'on fait à la fin pour bien comprendre le début complètement. Et donc en fait, en droit administratif, plus on avance, plus on le comprend. Et le truc à faire, c'est certainement pas de se bloquer au début. Vous vous contentez de ce qu'on vous dit au début. Voilà, ce que vous apprenez, vous l'apprenez. Si dans l'arrêt, il y a une difficulté technique sur un autre point de droit administratif, ce n'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande de concentrer sur l'objet de la fiche. Et vous faites juste le thème. Le premier thème sera la police, puis le service public. Et on fera la police, service public. Et ensuite, on fera les contrats. Et avec Pierre Egea, vous ferez les contrats, les actes unilatéraux. Quand vous ferez les contrats et les actes unilatéraux, prenons l'acte unilatéral. L'acte unilatéral, qu'est-ce que c'est? Je vous simplifie à l'extrême. Il y aura notamment les arrêtés municipaux, les décisions du maire. Voilà. Quand le maire prend une décision, comment il fait? Quelle forme ça a? Et tout ça. Au début, quand on fera la police, je vous expliquerai, c'est le maire qui prend des décisions, des arrêtés municipaux. Vous ne saurez pas quelle tête ça a. Vous l'apprendrez au début du deuxième semestre. Mais ce n'est pas grave. Comprenez déjà que le maire prend un acte, ok. Pourquoi, dans quelles conditions, qu'est-ce qu'il a le droit de faire? Et ensuite, vous verrez exactement comment. Donc il y aura le pourquoi au premier semestre, il y aura le comment au deuxième. Cherchez pas à vous prendre la tête sur le comment, alors qu'en fait, ce n'est pas le programme du premier semestre, ce sera au deuxième. Si vous faites ça, ça va rouler. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de profs, et si vous pouvez le faire singulièrement, je vous le conseille, beaucoup de profs qui conseillent de lire soit le Que sais-je, soit le Connaissance du droit de collection de Prosper Veil et Dominique Pouillot pour ce qui est du Que sais-je, de Pierre Delvolvé pour ce qui est du Connaissance du droit, sur le droit administratif. C'est des petits bouquins qui se lisent assez facilement, qui font je ne sais plus combien de pages, hein, bref, la taille d'un Que sais-je, vous voyez, que vous pouvez lire juste comme ça. Vous ne vous prenez pas la tête à l'apprendre par cœur, vous le lisez juste comme ça. Et rien que de le lire comme ça fait que vous aurez vu une première fois tout le programme, rapidement, mais vous aurez une idée de tout le droit administratif. Et bien rien que ça empêchera tous les défauts du fait que le droit administratif, il est hyper intéressant quand on a tout fait, en fin d'année. Et que sinon, on a des difficultés en disant « Pourquoi je ne comprends pas ça ?» C'est parce que vous ne devez pas le comprendre, vous le comprendrez plus tard, ce n'est pas grave. D'accord? Si vous partez là-dessus, il n'y aura aucun problème. Ceux qui ont le courage de lire le Connaissance du droit ou le Que sais-je, allez-y, ça vous simplifiera tout. La bonne nouvelle, elle est pour les redoublants. Parce que parmi vous, il y en a des redoublants, malheureusement. Ce n'est pas toujours à cause du droit administratif, ils pourraient vous le dire. Eh bien ces redoublants, qu'est-ce qu'ils vont avoir cette année? Une énorme chance. C'est qu'eux ont déjà le panorama du droit administratif. Et en fait, le droit administratif, quand on redouble, c'est une très très bonne nouvelle. Ça va beaucoup mieux se passer. Vous allez voir, parce que ce qui vous a peut-être manqué, même si vous avez peut-être une bonne note en droit administratif, mais si c'est le droit administratif qui a péché, ce qui vous a peut-être manqué, c'est cette vision globale. Et donc en redoublant, vous allez voir, cette année, ça va rouler. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'il faut prendre droit administratif en TD? Grande question. Grande question parce qu'il y en a un peu plus de la moitié d'entre vous qui l'ont fait, les 2/3 d'entre vous qui ont pris droit administratif en TD. Et puis d'autres qui se sont dit non, moi je vais prendre pénal, ou non, moi je vais prendre droit des affaires. Et je fais civil affaires, civil pénal, ou même droit des affaires, droit pénal. Je vais vous donner quelques éléments de fait. Vous l'avez compris, moi, je trouve qu'il faut prendre droit administratif, droit civil. Je vous le dis. Je vais vous donner quelques éléments de fait pour votre réflexion. Évidemment, je cherche à vous influencer. Mais je cherche à vous influencer sincèrement dans votre intérêt. À titre personnel, j'ai refait un master 2 de droit privé après un master 2 de droit public. D'accord? Donc, je ne suis pas anti-privatiste du tout, en aucun cas. Il n'y a pas de guerre publique-privée. Je trouve que d'ailleurs, en deuxième année, se dire privatiste-publiciste, ça me fait hurler de rire. Je ne veux pas être méchant, mais vous êtes juste rien, quoi. Vous avez le droit d'avoir une appétence particulière pour le droit public, pour le droit privé, mais en fait, vous ne connaissez tellement pas le droit public et le droit privé qu'en réalité, ça n'a pas de sens de vous dire privatiste public. C'est pas parce que vous n'avez pas trop aimé le Constitut en première année que vous n'aurez pas le droit public. Ça n'existe pas. C'est complètement idiot de penser pas. Donc, soyez aware. OK? Donc, quels sont les éléments qui plaident en faveur du droit administratif? Je vais vous le dire. D'abord, le droit administratif, c'est la partie du droit public qu'on fait en deuxième année. Faire du droit public, ce n'est pas juste ne pas faire une matière. Vous le savez, quand même, quand on l'a fait en TD, c'est là qu'on le fait le mieux. Donc, je sais bien que vous allez tous faire du droit administratif, au moins à l'oral. D'accord? Mais je vous parle d'approfondir cette matière. Faire du droit administratif cette année, ce n'est pas une matière, c'est un pan du droit. Il y en a 3. Il y a le privé, le public et l'histoire. Pour moi, puisqu'on n'a pas 3 mais 2 TD,
vous êtes censé faire les grands TD de privé, les grands TD de public. Ça vous permet de rester ouvert sur la suite. D'accord ? C'est ce qui vous permet de ne pas être coincé par la suite, de vous boucher des portes un peu inutilement. Le droit administratif qu'on fait en deuxième année, c'est les fondations, c'est la base du droit administratif, qui va servir, vous savez à combien ? À 7 semestres de cours plus tard. En L3 et en M1, je ne parle même pas du M2, il y a 7 ou 8 semestres de droit administratif de cours qui existent. Vous allez vous dire, oui, mais si on n'aime pas, on n'a qu'à pas les faire. Eh bien, c'est faux. Parce qu'il y en a qui seront obligatoires. Je pense par exemple au droit administratif des biens l'an prochain. Tout le droit administratif des biens, ça part sur des actes, ça a des buts qui sont ceux qu'on voit cette année. Le droit administratif de cette année vous sert à comprendre le droit administratif des biens de l'an prochain, qui est une matière obligatoire. D'accord ? Et donc, par conséquent, il vaut mieux avoir bien fait le droit administratif. Et ça, c'est un premier argument. Deuxième argument, même dans beaucoup de masters de droit privé, une partie de ces masters de droit public seront obligatoires, de ces matières de droit public seront obligatoires. Je pense par exemple au droit de l'urbanisme, qui est indispensable pour tous ceux qui font notarial, pour tous ceux qui font du droit immobilier. Ça fait des centaines de gens qui font le droit immobilier dans le notarial. Aujourd'hui, avec la sélection M1, j'y reviendrai un peu moins. Mais ça fait beaucoup de gens purement privatistes, des gens qui veulent être notaires, c'est des gens qui disent « mais moi, je ne fais pas de public. Mon objectif, c'est le droit de la famille, le droit des successions, et du droit immobilier. Oui, du droit immobilier sans urbanisme, ça n'existe pas. Donc, c'est du droit public. Donc, si vous n'avez pas fait le droit public avant, en réalité, vous aurez du mal à suivre les cours qui vous serviront pour être notaire. D'accord ? Ensuite, il y a tous ceux, très nombreux d'entre vous, qui vont faire des masters, qui vont aimer des matières que vous ne connaissez pas encore, qui sont des matières qu'on peut appeler à cheval public-privé. Des matières qui sont ni publicistes ni privatistes. Ça vous paraît bizarre, mais en réalité, c'est très nombreux. On peut penser par exemple au droit immobilier, justement. Le droit immobilier, il y a beaucoup de privé, mais il y a aussi beaucoup de public. Aucun problème. On peut penser au droit des transports. Droit des transports, il y a toutes les concessions des transports qui sont du pur droit public, TICO, etc. Puis il y a aussi tout le transport de marchandises maritimes qui est du droit privé. Bref, le droit des transports, c'est à cheval public-privé. Et puis, chose qui doit toucher certains d'entre vous, on a aussi un master, droit de l'environnement. Droit de l'environnement, c'est à cheval public-privé. Il y a beaucoup de matières, beaucoup de masters, beaucoup de métiers qui sont à cheval public-privé. Voilà un élément, plusieurs éléments en faveur du maintien dans votre CV du public et du privé. Pour vous rassurer un petit peu, ce que vous avez fait en constit, en fait, va ressembler moins au droit administratif que ce que vous avez fait en privé. La façon qu'on va faire du droit administratif, le droit administratif est beaucoup plus concret, beaucoup moins macro que le droit constitutionnel. Et on va avoir des jurisprudences, des notions juridiques à préciser. Ça va ressembler beaucoup, vous allez le voir, à des méthodes de droit privé. Et si vous n'avez pas aimé le caractère un petit peu théorique du droit constitutionnel, vous n'allez pas le retrouver autant en droit administratif. Vous allez retrouver autant de théorique en droit privé, peut-être un petit peu plus, mais c'est vraiment plutôt ces méthodes-là. Deuxième argument principal, deuxième grand bloc d'arguments, sachez que le droit administratif est obligatoire dans la quasi-totalité des autres facs en TD. Sur les 53 facs de droit, du calcul qu'on a fait avec des collègues, il y en a 3 qui n'obligent pas le droit administratif, dont la nôtre. Ça devrait faire tilt dans votre tête. C'est-à-dire que partout en France, toutes les facs, tous les juristes considèrent que le droit administratif est une matière tellement essentielle qu'on ne peut pas s'en passer en deuxième année en TD. Voilà, je vous le dis. La conséquence, elle peut être sur la suite. Si vous changez de fac lors de la sélection des masters, vous n'aurez pas fait droit administratif. Je ne peux pas vous dire les conséquences, mais elles peuvent exister. Et vous voyez à quel point les juristes dans leur ensemble considèrent que avoir fait le droit administratif de deuxième année en TD, c'est une question de base. Voilà, ça fait partie des bases à avoir. D'ailleurs, quand on a fait le collège de droit, vous savez, il y a le collège de droit à partir de la troisième année. Vous avez entendu parler du collège de droit, hein? C'est une sélection pour faire des choses en plus, qui est très bien. Le collège de droit, c'est une très bonne chose. Une bonne partie des gens qu'on prend en master ont été des gens qui ont fait le collège de droit. Hein, donc c'est un plus pour le master, pour rentrer en master. Sachez qu'au collège de droit, il y a quelques années, 3-4 ans, il était encore en L2. Il commençait en L2. Et tous ceux qui faisaient le collège de droit, on les obligeait à faire droit administratif, droit civil. C'est-à-dire qu'à nos meilleurs, même ici, on disait, en fait, on va quand même vous obliger à faire droit administratif, droit civil. Donc je dis ça, je dis rien. C'est à vous d'en tirer les conséquences. Pour moi, faire pénal à faire en TD, moi en tout cas, pour moi, c'est une mauvaise idée.
En aucun cas, je vous interdis de le faire. En aucun cas, je vous dis c'est une catastrophe, vous raterez votre vie à cause de ça. Ce n'est pas mon propos. J'ai du mal à comprendre comment en deuxième année, vous savez déjà que vous allez faire du droit des affaires et du droit civil, alors qu'en fait, vous ne savez pas ce que c'est et vous ne savez pas ce que sont les autres matières. Et les matières de base, c'est civil et droit administratif. Voilà. Pour moi, c'est ça, je vous le dis. Voilà. Après, en plus de ça, dernier argument, quatrième, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est quand même, ça vous évite de vous boucher les portes. C'est un peu comme quand en seconde, vous avez fait un choix du bac S plutôt que le bac L. Vous voyez? Je le dis avec d'autant plus facilité que moi, j'ai fait un bac équivalent de L, A1 à l'époque, ça s'appelait. D'accord? Donc moi, j'ai choisi un bac littéraire, mais je reconnais que je me suis bouché des portes. Je ne pouvais plus faire de prépa scientifique, je ne pouvais plus aller en fac de sciences. Et à l'époque, le problème, c'est que moi, je savais pourquoi, déjà. Or, vous ne savez pas, vous ne les connaissez pas, les matières. Sauf que si vous ne faites pas droit administratif en TD, vous allez peut-être, sûrement, la plupart du temps, hésiter à faire droit administratif en L3. Alors qu'en fait, c'est votre matière préférée. C'est la matière que vous allez préférer, peut-être. Peut-être. Et donc, en fait, vous vous bouchez des portes de manière complètement inutile. Alors qu'à l'inverse, si vous ne prenez pas les TD de pénal, ou pas les TD d'affaires, ou pas les TD de fiscal, ou pas les autres TD, en réalité, en aucun cas, ça vous empêchera de faire un M1 de droit fiscal, un L3 de droit des affaires, etc. En aucun cas. Parce qu'il y a tellement… La plupart des bons prennent civil illustratif. Vous comprenez bien que celui qui sélectionne pour rentrer en droit des affaires ou en droit pénal ne peut pas se permettre de dire je prends que ceux qui ont fait des TD de pénal ou que des TD d'affaires. Ça n'existe pas. Voilà. Je vous ai donné des éléments de fait. Le choix vous revient absolument. Vous êtes des adultes, majeurs, vaccinés. C'est vous qui engagez votre avenir, ce n'est pas moi. Mais là, je vous ai des éléments de fait qui, moi, me convainquent et je ne peux pas me passer de vous dire que je pense que droit administratif et droit civil, c'est les deux TD normaux. C'est ceux qui sont obligatoires dans 50 facs sur 53 en droit en France. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Dans le cours, qu'est-ce qu'on va voir? Dans le cours, on va voir des choses assez sympas. Et on va commencer par des choses… le choix que je fais, c'est de commencer par… comment dire? Les objectifs du droit administratif. C'est-à-dire que je commence par vous expliquer à quoi sert le droit administratif. Un grand nombre de collègues commencent le cours en faisant le lien avec le Constit. En disant, il y a la Constitution, on vous l'a expliqué, on vous refait la hiérarchie des normes, on va le refaire à la fin du semestre, et puis on vous explique en fait ce qu'il y a en dessous des lois. Vous savez ce que vous appelez les règlements. Voilà. Ce que vous appelez les règlements, en fait, sont des actes administratifs unilatéraux, et les règlements en dessous, en fait, c'est du droit administratif. Donc, en refaisant ça, on vous fait le lien entre le Constit et le droit administratif. Le problème, c'est que c'est la partie la plus compliquée et pas la plus amusante du cours de deuxième année. Et moi, je ne veux pas vous dégoûter du droit administratif en commençant par quelque chose de très formel, de hiérarchie de normes, tout ça. On doit le faire dans le programme, on le fera et on essaiera de faire le mieux et le plus sympa possible, aucune difficulté. Mais je ne veux pas commencer par ça. Je vais commencer par vous expliquer à quoi ça sert le droit administratif. Et vous allez voir, ça sert à beaucoup de choses. Et c'est extrêmement quotidien, comme j'ai déjà essayé de vous l'évoquer. Donc on va commencer par la police. Et la police, au sens large du terme, c'est évidemment pas les policiers. La police administrative, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les mesures préventives des atteintes à l'ordre public. Et notamment de tous les problèmes de sécurité, de salubrité et par exemple de santé publique. Très vite, on va comprendre pourquoi on peut prendre des décisions nous obligeant à mettre le masque dehors, partout, pas partout, comment on lutte contre l'épidémie. Ça, on va le voir en droit administratif. C'est purement droit administratif. Tous les ans, je le fais. Vous comprenez bien que cette année, ça va avoir une dimension un petit peu particulière. On va aussi voir le service public. Vous savez qu'on parle souvent des services publics. Voilà. Le service public, qu'est-ce que c'est vraiment en droit? Quelles conséquences il y a au service public? Comment on crée un service public? Et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'enjeux un peu politiques. Certains d'entre vous vont être passionnés par ça, parce qu'il y a une part de libéralisme, de pas libéralisme. C'est aussi la place de l'État dans nos vies qui est en question quand on parle de service public. Et dans du droit concret, vous allez voir qu'il y a des enjeux qui sont beaucoup plus hauts et vous allez voir la place de l'Europe dans tout ça aussi, qui est importante, sur la nouvelle gestion des services publics. Comment on fait? Est-ce que c'est encore des services publics comme on l'entendait avant? Quelles sont les différences? Vous allez voir tout ça, c'est intéressant. Et puis ensuite, on fera la hiérarchie des normes, nous, on fera la légalité et du coup, tous les contrôles. Vous avez vu l'an dernier, grosso modo, et on le reverra rapidement, comment le Conseil constitutionnel contrôle les lois par rapport à la Constitution. Vous allez comprendre le rôle du Conseil d'État. Comment est-ce que
et du Conseil d'État et de tous les tribunaux administratifs, enfin juges administratifs bien sûr. Comment est-ce qu'un juge administratif va contrôler un acte administratif par rapport à la loi, par rapport à la Constitution, en se disant, voilà, comment est-ce que j'annule un acte administratif? Un des trucs super en deuxième année, c'est quand vous sortirez de la deuxième année, vous saurez faire un recours. En droit civil, ce n'est pas aussi simple. Les recours sont très très formalisés. En droit administratif, il faut bien reconnaître que tout est fait pour faciliter la vie du citoyen. De moins en moins, il y a des textes récents qui limitent la facilité du citoyen, je dois le reconnaître, mais normalement, en fin de deuxième année, vous saurez faire un cours en droit administratif. Ça m'est arrivé avec un étudiant une fois qui vient me poser une question, je lui dis mais vous savez le faire en fait. Envoyez la lettre comme je vous l'ai expliqué, voilà, vous mettez ça dans la lettre, un moyen de droit, l'acte attaqué, hop, et vous l'envoyez au tribunal. Si vous trompez de tribunal, vous n'en faites pas, c'est pas grave, le tribunal renverra au bon tribunal, il n'y a pas de problème, c'est fait pour aider les citoyens. La semaine d'après, il avait une grande enveloppe blanche avec marqué Conseil d'État dessus. Il est venu me voir, il en pleurait presque. Parce qu'en fait, il savait faire un cours en droit administratif à la fin de la deuxième année. Petit 2, les difficultés de la deuxième année. Vous avez dit le petit 1? Oui, c'est ça. Alors, c'est une année fondatrice. Comme je vous l'ai dit, la deuxième année en droit administratif, c'est un peu les bases. Donc on va faire des choses que vous n'avez pas encore fait du tout, donc ça va un peu vous étonner au début. C'est la principale difficulté, et celle que je vous ai déjà citée, c'est-à-dire le fait que on comprend vraiment bien l'ensemble quand on l'a fini. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est pas grave, avancez petit pas, et tout ira bien. La deuxième difficulté, mais qui ne vaut pas que pour le droit administratif, qui vaut pour la deuxième année dans son ensemble, qu'est-ce que c'est? C'est que les TD vont prendre plus d'importance. On va vous demander de rendre plus de choses. On va vous demander de gommer des erreurs qu'on laisse passer en première année. On va commencer de manière forte à considérer que les connaissances ne suffisent pas. On va vous demander de prendre position. On va vous demander de faire une dissertation qui va défendre une idée. Je vous donne ma parole d'honneur qu'on se fiche de quelle idée. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes cohérent dans votre idée, vous n'avez pas à défendre l'idée du prof ou du chargé de TD. C'est clair, net, précis, ça n'existe pas. D'accord? Le chargé de TD sanctionnera une idée quand elle est mal fondée et qu'à la fin, en fait, vous dites une bêtise. Mais pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec lui, ça n'existe pas. Je vous donne ma parole. OK? Mais il faudra défendre une idée. Les éléments de droit ne serviront qu'à défendre l'idée en question. OK? Et puis la deuxième année, je suis désolé pour vous, mais vous arrivez à un moment où on vient d'avoir une grosse réforme. Vous la connaissez, cette grosse réforme? C'est la sélection en M1. D'accord? C'est-à-dire que cette année, pour l'entrée en cette année, tout le mois de juin, juillet, mai, juin, juillet, on a fait beaucoup de sélections. On a vu des centaines, des milliers de dossiers, de manière à faire rentrer les gens en M2, puisque les M1 n'avaient pas été sélectionnés, on a dû faire la sélection de ceux de M1 qui rentraient en M2. Et pour pouvoir passer à la sélection M1, on a fait une deuxième sélection des L3 vers le M1. On a fait une double sélection cette année. Pour réussir à passer de M2 en M1, il fallait en faire une double une année. C'était cette année. Donc on a eu notre première expérience de sélection à l'entrée en M1. C'est dur. C'est dur pour nous, c'est dur pour vous. Parce que cette sélection qu'on cachait, des gens qui finissaient le M1, qui n'avaient pas de M2, on ne le voyait pas trop. Mais cette année, on perd 700 étudiants. Il y avait 700 étudiants en plus en M1 l'an dernier par rapport à cette année. C'est tous les gens qu'on a sélectionnés, qu'on n'a pas pris. Qui avaient des M1 pour rien. Hein. Ce n'est pas une mauvaise réforme, je suis complètement pour cette réforme. Ils avaient un M1 qui n'était pas un diplôme. Leur diplôme, c'était L3. Mais ils avaient passé un an à faire un M1 pour rien. Parce qu'il n'y a pas de diplôme au bout. Donc je trouve ça très bien qu'on fasse sélection à la fin de la L3. C'est cohérent, c'est logique. Et puis comme ça, on a des promos de master sur 2 ans où ils sont que 30. Et donc on a une continuité, on peut avoir des anciens, on peut avoir des bizutages, tout ça. Donc je suis pour. Mais du coup, j'ai quelques critères. Je sais ce qu'il faut comme note, à peu près, pour être dans les masters. Grosso modo, dans mon master à moi, master droit public général, que je dirige avec Sébastien Saunier, grosso modo, personne n'est rentré sans avoir au moins, sur les 5 semestres de L1, 2 semestres, L2, 2 semestres, L3, premier semestre, personne n'est rentré s'ils n'avaient pas eu 2 mentions sur les 5 semestres. Les mentions qui comptent le plus sont celles qui sont le plus haut. Évidemment. Et les mentions qui comptent le plus sont celles qui sont mentions très bien, puis assez bien.
Donc ceux d'entre vous qui ont par exemple 2 mentions assez bien, c'est super. Vous êtes mis sur un beau tremplin, vous avez de bonnes chances d'avoir un Master 2, c'est bien joué, bravo. C'est pas gagné. Parce qu'il ne faut pas redoubler. Parce qu'il ne faut pas se planter après. Ça pourrait ne pas suffire. Mais, bien joué, vous êtes dans une bonne ligne. Ceux qui ont eu 2 mentions bien, vous n'êtes pas très nombreux, ça existe heureusement, bah là vous vous êtes mis dans une bonne lignée, il faudra avoir vos années, il faudra continuer à l'avancer. Si après vous n'avez pas de mention assez bien, une mention assez bien, ça devrait passer. 2 mentions assez bien suffiront peut-être. Une mention assez bien suffira avec 2 mentions bien en première année. Ça devrait aller. Ceux qui n'ont rien eu, ceux qui ont redoublé, bah faut vous prendre en main les gars, je ne peux rien vous dire d'autre. C'est-à-dire que là, vous êtes ralenti. Vous n'êtes pas donné les moyens de continuer. Le problème de ne pas rentrer en M2, de ne pas rentrer en master, du coup, vous voyez, j'ai même du mal à m'adapter. Le problème de ne pas rentrer en master, c'est que vous ne ferez pas une partie des métiers. En aucun cas, je me permettrai d'être méprisant avec ceux qui s'arrêteront à la licence. Il y a plein de choses à faire, mais soit vous refaites d'autres études à côté, une école de commerce, le droit est très bien vu. Quand on sort de licence en droit, si on veut changer, arrêter du droit, on trouve des choses. On trouve des écoles, on trouve des choses à faire et on est souvent bien vu parce qu'on a appris la rigueur, parce qu'on a appris à raisonner, parce qu'on a appris à écrire. C'est toutes les qualités d'un licencié en droit. Donc il n'y a pas de problème, vous trouverez, mais vous ne ferez pas du droit. Ceux qui s'arrêteront là et qui iront travailler, il y en aura pas mal, d'accord ? Eh bien, ceux qui s'arrêteront là, vous aurez des métiers qui ne correspondent pas à ce pourquoi vous êtes venus. Vous aurez des métiers d'assistant juridique, de clerc, de notaire, des choses qui seront moins bien payées et qui ne seront pas des métiers de cadre. D'accord ? Des métiers rattachés au secrétariat, même vous savez qu'aujourd'hui, ça ne veut rien dire, et dans ma tête, il n'y a aucun mépris pour ce type de métier. Si vous voulez être juriste, juste le terme de juriste, en entreprise, juge, avocat, en administration, ça, c'est Bac+5. Donc, si vous voulez faire ces métiers, il va falloir vous bouger. Parce qu'il vous faudra les mentions. Alors, ça tombe bien. Il vous reste encore 3 semestres pour avoir 2 mentions. Ça va. Surtout que si en L3, c'est une mention bien, même s'il n'y a pas une mention avant, vous avez encore des chances de rentrer en Master 1 et en Master en tout. D'accord ? Donc, il y a encore des chances au grattage et au tirage. Mais il va falloir vous bouger. En gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est ceux d'entre vous qui viseront 10, vous savez que vous arrêterez à la licence. Est-ce que les choses sont claires ? Ce n'est pas une menace, c'est un regret. Mais il faut que les M2 en droit aient un bon niveau pour faire les métiers qu'on leur demande, avoir les responsabilités qu'on leur demande d'avoir. On ne peut pas se permettre d'avoir des gens qui ne sont pas assez bons. Comment nous, on juge quelqu'un qui est bon ? Eh bien, on le juge par ses notes. D'accord ? Donc, prouvez que vous êtes bon en ayant ces résultats-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Je vous garde encore 1 minute. Écoutez, non, je ne vous garde pas 1 minute. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à jeudi. Bon courage à tous.